Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Cryptost Technical Briefing de ce mardi 20 juillet 2021. Prenez vos aises, vous allez assister à une vidéo d'une vingtaine de minutes où je vais parler de l'environnement des marchés financiers, environnement général, et puis donc chaque semaine, le tour d'horizon technique, Bitcoin, Ether, BNB, cette semaine en 4e position XRP, à un moment où toutes ces crypto-monnaies majeures sont sur les seuils techniques et décisifs à ne pas rompre pour ne pas prolonger largement davantage la correction. Alors Vincent Gann, heureux de vous retrouver comme chaque semaine. Commençons par le contexte général. Première phase de prise de profit digne de ce nom sur le marché action. Alors oui, on se souvient, début mai dernier, le fameux sell in May and go away, le marché action devait être trébuché, la remontée des prix, cette fameuse inflation, qui pouvait amener les banques centrales à retirer leur soutien, bref, tout ça programmait une correction sur le marché action qui n'a pas eu lieu. D'ailleurs, ce sont les crypto-monnaies qui ont dévissé, mettant un terme à plus de 12 mois de corrélation positive entre le marché action et le cours des crypto-monnaies. Alors, depuis début juillet, le marché action connaît enfin une vraie première phase de prise de profit. C'est très sain. Beaucoup crient au krach boursier, mais c'est simplement la première vraie phase de prise de profit. D'ailleurs, les indices boursiers sont déjà en train de trouver des supports. Je vais vous montrer ça brièvement. Un déplacement marginal des capitaux vers les contrats obligataires, vers le marché du crédit. C'est normal, leur rémunération avait augmenté. D'ailleurs, la chute des taux d'intérêt nominaux depuis 2 semaines traduit ce retour des capitaux vers les contrats de taux. Il y a une relation inverse entre le prix de l'obligation et sa rémunération. Donc, voilà, somme toute, un flight to quality depuis 2 semaines, mais très, je dirais, globalement marginal, ne remettant pas en cause la tendance haussière des actions depuis maintenant plus d'un an, et un marché qui est globalement en mode risk-on. Et les liquidités sont là, les banques centrales ne vont pas retirer leur soutien. Pourquoi ? Parce que l'inflation, il est confirmé qu'elle est transitoire. Regardez le prix de certaines matières premières dont l'envolée inquiétait le marché. Eh bien, c'est la chute du prix du bois, par exemple, éclatement de la bulle spéculative, l'effondrement du prix du bois, je vais vous montrer ça. Même le prix du pétrole recule avec les annonces récentes de l'OPEP, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole. Bref, les banques centrales sont là, le flux acheteur nourri par les banques centrales au service des marchés financiers n'est pas tari. Et moi, je suis convaincu que les supports là, des indices boursiers vont relancer le mouvement. Quoi qu'il en soit, cela a pu amener certains à s'interroger sur le risque de cette correction des actions depuis 2-3 semaines sur les cryptos. Mais la corrélation est terminée. Moins 50% pour le cours du Bitcoin depuis ses plus hauts, alors que les indices boursiers continuent à faire de nouveaux records. Bon, plus de corrélation. Alors effectivement, oui, s'il y avait eu un krach boursier sur le marché action, tous les actifs risqués en auraient pâti, comme en mars 2020. Mais là, ce n'est pas le cas. C'est une séquence de prise de profit classique. Il était temps, il fallait qu'elle ait lieu. Et donc, il n'y a pas d'effet sur le marché des cryptos. Et si là, les indices devaient trouver un support pour repartir en tendance, bon, ça ne peut pas être négatif pour les cryptos. Mais en tout cas, c'est le crédit qui a attiré des capitaux, c'est vrai. Et les taux d'intérêt sont en recul. Donc le contexte de marché, c'est ça. Les taux d'intérêt ne montent plus, même maintenant, ils reculent à nouveau, les taux d'intérêt nominaux. Les matières premières, globalement, sont maintenant en baisse. Ça écarte le risque d'inflation. Et les indices boursiers, malgré la résurgence du Covid qui n'en finit pas, restent en tendance haussière, globalement. Bon, là, ils testent des niveaux techniques, ça semble commencer à réagir, mais ce sont des niveaux importants. En tout cas, pas d'impact direct sur les crypto-monnaies qui ont leurs propres challenges, leurs propres défis, leurs propres fondamentaux, leurs propres incertitudes réglementaires, ce qui se passe aussi au niveau du mining. Bref, les flux ne sont pas encore massivement, les flux institutionnels, de retour sur les cryptos majeurs. Pourtant, les seuils techniques là peuvent sembler intéressants. Certains, oui, accumulent, mais le volume est globalement faible. Il y a une remontée de la position ouverte nette des traders institutionnels.
remonter dans le sens de la hausse. Mais cette accumulation reste quand même fragile. Il n'y a toujours pas cette séance de paroxysme des vents, de rupture haussière pour interrompre la correction. Et donc, le scénario correctif reste en place. Je vais être plus précis dans un instant sur les graphiques. En tout cas, je pense que nous aurons la réponse d'ici fin juillet, peut-être même cette semaine, sur la suite de la tendance. Alors, je vous propose de passer maintenant à quelques illustrations. Ça fait déjà 5 minutes. Je vais illustrer mon propos sur ces différents sujets. Alors, oui, donc, le marché action. Je vous montre ici le contrat futur CAC 40 depuis début juillet, moins 5%. On peut aussi regarder ça sur le S&P 500 depuis une semaine, mais c'est un pullback sur le premier support. On peut regarder aussi le contrat futur Eurostoxx 50, le vrai benchmark, en correction depuis juillet, mais regardez, en réalité, il s'agit d'un pullback sur le niveau d'avant le choc boursier du Covid. Donc pour le moment, eh bien, cette correction est très saine techniquement. Elle n'a pas enfoncé le gros seuil donnant le point de départ d'un gros crack. Alors où sont allés les capitaux depuis 2 semaines? Eh bien, ils sont allés sur le segment du crédit. Je vous montre ici le contrat Bund, le contrat d'Otto Bund de l'Allemagne fédérale qui s'envole. Pourquoi? Parce que la rémunération avait réaugmenté. D'ailleurs, regardez, les taux d'intérêt nominaux sont actuellement à nouveau en chute. Le marché n'est plus stressé par cette problématique de l'inflation parce que le prix des matières premières, je vous montre ici l'exemple du bois, le bois, après s'être envolé en effet au printemps dernier, c'est la chute depuis. Même le prix du pétrole, avec les annonces récentes de l'OPEP, vous avez ici le pétrole brut texan, c'est la forte baisse du prix du pétrole depuis une semaine. Donc cette problématique de l'inflation semble mise de côté, elle est confirmée comme étant transitoire c'était le scénario des banques centrales. Et donc, voilà, au fond, qui écarte pour le moment un choc boursier massif des actions qui mettrait en difficulté les cryptos si cela devait ressembler au scénario de mars 2020. Et pour l'instant, c'est absolument pas le cas. Même le cours du CAC 40, regardez le cours du CAC 40 en hebdo, c'est un pullback sur le niveau d'avant-crise et c'est même un pullback sur les anciens sommets de 2007. Donc, pour le moment, les indices boursiers, cette correction là est saine et pourrait même rapidement s'interrompre puisque nous sommes proches de certains supports. Alors, de toute façon, la corrélation positive avec les crypto-monnaies, c'était pas qu'elle n'existe plus, mais elle a été interrompue depuis mai dernier. Mais somme toute, si le marché pouvait éviter une vraie chute des actions, cela ne peut que servir les cryptos. Alors des taux nominaux en baisse, toujours une très forte liquidité. Elle est massive la liquidité, on peut même regarder ça au niveau des taux d'épargne dans les grandes économies occidentales. Bref, la liquidité est là. Maintenant, la liquidité là ne fait pas le choix de revenir sur les cryptos après le choc du printemps dernier. Va-t-elle y revenir? Alors, on va commencer donc par l'analyse du cours du Bitcoin. Effectivement, il y a différents scénarios qui s'opposent. Vous avez sous les yeux le contrat futur. Je le montre ici en données mensuelles, juste pour les amateurs de l'Ichimoku. Ce mois de juillet, en mai et en juin, la Kijun mensuelle a été défendue. Et là, si juillet clôturait maintenant, ce serait une rupture. Bon, juillet n'est pas terminé, il reste quand même un bon 2 semaines. Mais on voit vraiment l'enjeu de rebondir avant fin juillet, sous peine d'avoir ce scénario de pullback à l'ex-ATH. Alors, en weekly, le scénario du pire, c'est celui-là. Le scénario du pire, c'est celui de l'épaule gauche, tête, épaule droite. C'est le scénario du pire. La ligne de coup, ce sont les niveaux actuels. D'ailleurs, cela correspond, regardez, au nuage du système Ichimoku en données hebdomadaires. Si l'épaule tête-épaule était active, cela nous renvoie où? Eh bien, il faut pour ça prendre les extensions de Fibo, attraper la tête ici à la ligne de coup, et je projette vers le bas, la hauteur, l'amplitude de la figure, toujours en log, attention,
bien cela donne, oui, ce retour sur les 14 000 $. Cela donne l'objectif théorique est là, en log. Bon. Ça, c'est le scénario du pire, archi pire, avec donc un désengagement massif et en tout cas absolument pas un retour des flux institutionnels. En fait, c'est le niveau du moment. C'est à la fois la ligne de coup de ce scénario en épaule-tête-épaule, mais qui n'est pas actif tant que la ligne de coup n'est pas brisée. Puis bon, est-ce vraiment une épaule-tête-épaule d'un point de vue de chartiste? Ça aussi, c'est un débat. Mais les baissiers voient et défendent ça. Ça correspond aussi au nuage hebdomadaire du système Ichimoku. Ça définit la tendance. Hein. Cela correspond aussi, regardez, à 61,8 de retracement. Alors là, je ne suis pas en log, par contre, en régulier depuis le point bas de 2019. C'est à peu de choses près aussi, ce 61,8 en partant du point bas du choc boursier du Covid. Donc on peut trouver 1000 façons techniques de mettre en avant cette zone qui a déjà limité la baisse avec ces deux réactions. Et là, on est dessus, toujours pas de réaction. Franchement, pour moi, c'est vraiment la semaine. Je sais, je répète ça toutes les semaines, mais là, à un moment ou à un autre, il va falloir prendre sa décision. Les indices semblent avoir terminé leur correction. Le marché est dessus. Pour le moment, pas de remobilisation. Je regardais à nouveau ce fonds institutionnel. Nous sommes sur les plus bas. Bon, ça remobilise pas non plus massivement. Le moment de vérité technique, nous y sommes, même sur le RSI, hein, c'est une zone importante. Regardez, c'est vraiment une zone en hebdo très importante sur le RSI. Donc, bon, c'est maintenant ou jamais. Il faut voir le retour du volume, cette fameuse séance de rupture haussière pour relancer la machine, neutraliser l'épaule tête-épaule, ou au contraire l'activer. Et là, il ne faudra pas se mentir. Si elle est activée, cette épaule tête-épaule, c'est au bas mot, l'ex-ATH, les 20 000 $ qui sont visés, et la cible théorique, c'est même les 14 000. Donc voilà les faits techniques. Voilà l'attente de tout le monde, voilà l'attente des deux camps. Regardez en données journalières, nous sommes posés dessus après cette glissade, hein, après avoir été couvert par Kijun-sen ici, peut-être même un petit piège technique aussi ici. En données 4 heures, voici donc ce fameux range, l'épaule droite pour les baissiers et donc cette stabilisation pour les autres. Bon. La chute du 19 mai, cette mèche ici du 22 juin, j'ai attrapé ici, en mode aimant, j'étais les niveaux. Voilà, nous sommes dans la zone. Bon, à l'époque, il y avait eu une vraie remobilisation des mèches. Là, pour le moment, cela se fait attendre. Donc, c'est vraiment chaud. Je pense, moi, potentiellement, même dès ce mardi, nous avons la réponse. Retour à 20K, la tenue du range, la remontée. Mais là, à un moment ou à un autre, il va falloir du volume. Et c'est ça qui manque massivement. Alors, voilà donc pour le cours du Bitcoin. Moi, je pense que aujourd'hui, à l'ouverture de la session américaine, on va déjà en savoir plus. Alors que le contrat futur S&P 500, lui, revient sur son premier support. Et donc, on verra bien si les capitaux se remobilisent en faveur des actifs dits risqués. Et est-ce que cela pourrait produire son effet sur aussi le leader crypto qui est sur le seuil technique décisif. D'ailleurs, si la séance d'aujourd'hui devait clôturer maintenant, il y aurait même une rupture ici de trendline sur le RSI. Donc là, la séance du jour peut même sembler déjà capitale. Bon, verrons bien. Voilà donc pour les différents scénarios BTC. Le TE, l'épaule tête-épaule versus le bear trap et enfin la séance de rupture haussière. Le marché tranchera bientôt. Alors, du côté de l'Ether, on va passer sur le TH, c'est globalement la même questionnement. Par rapport à la vidéo de la semaine dernière, rien n'a changé sur le plan technique. Les niveaux, le facteur technique dominant, c'est l'ancien record historique, les 1530 $, cette trendline que le marché teste.
nous retrouvons l'ancien record historique ici à 1530 $ qui correspond au bas de cette pattern en biseau descendant. Alors moi, la semaine dernière, j'expliquais dans ma vidéo que mon point de vue était que revenir dans le bas de cette pattern était une zone d'accumulation intéressante, n'étant pas une girouette technique. Bien, je confirme ce point de vue en ayant conscience que, bien sûr, en dessous, tout ceci est invalidé. Mais voilà, je constate que toutes les crypto-majors sont sur leur seuil technique, sont des seuils techniques intéressants. Même les indices boursiers sont revenus à proximité de support. C'est maintenant ou jamais. S'il y a définitivement un désintérêt de la finance institutionnelle vis-à-vis des cryptos, bon bah là, ils nous le montreront en n'achetant pas ces seuils-là. Pour le moment, depuis 3 semaines, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, ils se dirigent essentiellement vers le marché classique, le marché des obligations d'État, des obligations privées, qui ont vu leur rendement augmenter depuis plusieurs mois, et donc ils se positionnent à l'achat sur le contrat de taux pour toucher leur taux d'intérêt qui reste quand même, somme toute, extrêmement faible. Donc bon, c'est pas non plus la panacée. Voilà, donc pour l'Ether, ça reste la zone intéressante selon moi, bas de la pattern, la proximité de l'ancien record historique pour une relance. Et bon, en rupture naturellement, c'est un scénario invalidé. Et derrière, en cas de rupture, où allons-nous? Car bon, il faut pas se mettre des œillères. Je reprends mes extensions de Fibo. C'est ici une sorte de V-top. Alors je vais prendre cette structure ici. Attendez, je vais la mettre proprement. Attraper son amplitude totale et prolonger vers, parce que là je l'ai mal mise, alors voilà, je vais la mettre correctement. J'ai fait n'importe quoi, voilà, donc bon, en cas de rupture, je vérifie d'être toujours en log, rompre cette zone, rompre l'ex-ATH, bon, c'est minimum revenir sur les 1000 $. Hein. Donc, là aussi, seuil archi décisif. Testé par Ether, testé par BTC. Voilà où nous sommes. C'est désormais donc au marché, aux investisseurs, de prendre leurs décisions. BNB. Le BNB, bon, qui est devenu majeur, c'est sensiblement le même type d'approche. Là aussi, les baissiers mettent en avant ce qui serait, selon eux, une structure en épaule, tête-épaule. Donc, voilà, l'épaule gauche, la tête, l'épaule droite en construction. Bon, voilà le type de pattern qu'ils mettent en avant. Oui, effectivement, c'est ce seuil des 200 $. L'épaule droite aurait la forme, selon eux, d'un triangle. On approche de la partie basse. Le seuil de rupture, le vrai seuil de rupture, c'est cette zone des 200-240 $, hein, l'équivalent des 1500 $ Ether et les 30 000 $ du cours du BTC. Alors, en cas d'activation d'une telle figure de renversement baissier, j'attrape le haut, hein, je vais faire ça, voilà, je prolonge toujours en log. Bon, ça nous renvoie à la trendline. Hein, donc, vraiment, les seuils testés actuellement portent en eux un développement conséquent de la correction s'ils venaient à être rompus. Mais ils ont aussi, je dirais, la légitimité de réattirer les capitaux. Les capitaux anciennement dédiés aux actifs risqués. Maintenant, le choix appartient aux gérants et traders institutionnels. Le marché revient ici à proximité du bas de la pattern. Voilà, seule chose que je peux donc indiquer. Le XRP, alors le XRP, même lui, qui a connu des soubresauts pour des raisons, je dirais, judiciaires, même lui, au contact des 0,46, 0,48, est proche d'un seuil très important,
Vous l'avez ici à gauche en données hebdomadaires en log. Il s'agit du nuage en données hebdomadaires, d'ailleurs comme le cours du Bitcoin, le contrat futur, c'est le nuage weekly. C'est le nuage weekly. Alors sur ETH, c'est un peu plus éloigné car ça a surperformé, mais c'est la même chose. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer sur ETH, ça m'est sorti de la tête, la configuration toujours haussière du ratio ETH-BTC. Moi, je reste convaincu que à moyen terme, eh bien, il y a toujours cette surperformance d'ETH vis-à-vis de BTC. Et là, c'est une bad pattern j'estime être de continuation. Ça, c'est la figure que j'ai montrée la semaine dernière qui n'a pas changé. Parenthèse refermée, je reviens donc sur l'ami XRP. Les 0,46, 0,48, le nuage hebdo, une compression en biseau descendant, peu importe, c'est une compression. Notez aussi le rôle de la Kijun Daily, qui est parfaitement active aussi sur le cours du BTC. Cette fameuse séance de rupture haussière que j'évoque régulièrement avec volume et qui n'est toujours pas présente, la seule qui indiquerait le point bas, eh bien, typiquement, pour les amateurs du système Ichimoku, ce serait une séance qui permettrait de dépasser significativement Kijun-sen Daily sur toutes ces cryptos majeurs. Donc ça aussi, c'est une frontière technique intéressante à regarder. Et donc, sur le XRP, elle est aussi présente, regardez comme elle guide cette compression entre le bas du nuage, les 0,46, les récents points bas 0,48, et donc la légère décrue, là, cette espèce d'inertie baissière du moment. Là aussi, c'est vraiment le seuil majeur, car derrière, le repli sera beaucoup plus conséquent, comme sur toutes les cryptos majeures. C'est vraiment le point commun partout. Eh bien, nous sommes partout. Il y a un alignement parfait sur tous ces seuils techniques, frontières, entre ces deux scénarios qui s'opposent. Le développement conséquent de la correction ou l'émergence d'une séance de rupture haussière. Voilà donc, alors je reviens ici sur le graphique du contrat futur BTC. Moi je pense que les choses vont s'activer à partir du moment où la session va ouvrir à Wall Street, donc en début d'après-midi, à l'heure de Paris. N'oubliez pas donc d'observer quand même le marché action. Le S&P 500, le contrat futur Eurostock 50 sont sur des seuils importants. Cela peut quand même avoir un impact, puisque c'est l'incarnation des actifs risqués. Voilà, écoutez, c'est tout pour cette semaine. Ça fait 22 minutes. J'espère quand même vous avoir apporté quelques éléments intéressants, car bon, il y a une stabilité technique depuis des semaines. Alors on peut toujours ressasser les mêmes indicateurs, chercher, creuser, mais au final, il ne faut pas chercher à essayer de se convaincre ou de trouver l'argument technique qui ferait pencher la balance dans un sens ou dans l'autre. La seule réponse, elle est simple, elle viendra d'une séance massive. Une seule séance, soit d'activation des figures de renversement baissier que j'ai décrit, ou d'une séance de rupture haussière, invalidant ces figures de renversement baissier et permettant de dépasser une résistance comme Kijun-sen journalière pour relancer la machine avec du volume. Dans cette attente, j'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous remercie de m'avoir écouté. Profitez bien du beau temps et puis on se retrouve la semaine prochaine. Merci de m'avoir écouté.